Monsieur Custine, merci de participer à notre enquête, ça nous fait bien plaisir. Et tout d'abord, je vais vous demander deux questions. Quel âge aviez-vous quand la guerre a commencé et où étiez-vous à ce moment-là? Bien, j'avais 7 ans quand ça a commencé et j'habitais Vielsam. Mon papa travaillait au chemin de fer. Il était basé à Trois-Ponts, hein, basé c'est le mot qu'on dit aujourd'hui. Oui, oui. Hein. Et alors, maman était originaire de Vielsam, moi je suis originaire de Vielsam. Donc, Donc quand la guerre a commencé, vous étiez à Vielsam. j'étais à Vielsam. Très Et bien. j'ai vu tomber le clocher de l'église. On avait été prévenu que quand on ferait sauter les moyens de défense qu'on avait enterrés près de l'église, hein, ouvrez vos fenêtres parce qu'on risque de casser les carreaux. Hein. On ne savait pas ce qu'on allait encore casser Oui, oui. en plus après. On y reviendra certainement tout à l'heure, Oui. hein, puisque bon, ça fait partie un petit peu de notre enquête. Donc, la guerre commence, on a parlé, on appelle ça la campagne des 18 jours. Hein, Mhm. c'est un peu ça. Et comment est-ce que ça a commencé chez vous, si vous avez, bon, le souvenir que vous avez de ce commencement de la guerre? Euh, on s'y attendait. Chez moi, habitait comme locataire le chauffeur du colonel Robert, qui était le commandant du bataillon de chasseurs ardennais, du régiment de chasseurs ardennais. Et alors, bon, on avait quand même des nouvelles assez fraîches tous les jours, mais qui ne voulaient pas dire grand-chose. On savait bien qu'on était sur pied de guerre et que on avait fait des chicanes et des obstacles un peu dans tous les coins. Mais alors, quand ça a réellement commencé, moi, le souvenir que j'en ai, c'est deux gendarmes à cheval qui sont venus de Recht, parce qu'il y avait une gendarmerie là, et qui sont venus annoncer que les Allemands arrivaient. Ils étaient à Recht, Ah, ou dans le coin. Et puis, ils sont partis, bien sûr. Et alors, on en a vu des militaires allemands. On a fait sauter le grand pont du chemin de fer, sur la ligne de Saint-Vit. ouais. Et alors, les Allemands sont venus à pied en suivant la ligne de chemin de fer. Et ils sont arrivés dans le bas de Vielsalm. Et là, il y a eu des coups de feu. Il y a eu, paraît-il, des tués dans les chasseurs ardennais. Mais nous autres, on a été réveillés donc à 5 heures, quelque chose comme ça, parce qu'on allait Ça faire. se passe à quelle époque à peu près ça? C'était au mois de mai, hein, Au mois de mai, 10 mai. vraiment Hein, le départ, oui, quoi. hein, Hein, oui, oui, c'est bien ça. hein. Et alors, on est allé, mon parrain, tout de suite, est allé chercher après une charrette, un cheval, pour ses sœurs, etc., et les voisins, pour se sauver. C'était déjà l'exil qui commençait à ce Ah moment-là. oui. Ouais, ouais, Hein. ouais. Et alors, on est arrivé pour passer le pont du chemin de fer à la gare, ben, il était sauté. Donc, on a pu passer par un petit chemin, passer le cheval, mais il a fallu trouver une charrette au village suivant. Hein. Et puis alors là, on a mis les gosses dessus, et les bagages probablement, hein, et les grands, ils ont suivi à pied. Et puis on est passé près de la caserne des chasseurs ardennais, où il y avait des mitrailleuses qui étaient mises en batterie pour tirer sur les avions éventuellement. Et puis on est parti euh, sur Goron, Manhé, je dis bien, Bomal. Ouais. Hein. On passait l'Ourthe. Rejoindre la vallée de l'Ourthe, quoi. Oui, 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 hein, oui, oui. alors là, on se croyait sauvé. Quand on est passé à la gare de Beaumal, ben, on nous a dit dépêchez-vous, ça va sauter. Et c'était des chasseurs ardennais de Vielsam qui étaient là. Et alors, on leur a dit attendez, il y a encore des gens de Vielsam qui doivent passer le pont. Hein. Il y en avait peut-être d'autres, mais ça, on ne le savait pas. Et moi, je me souviens d'avoir entendu cette réflexion-là. Et puis alors, on était passé le pont de 300 mètres. Hein, il est monté en l'air. Donc il fallait Alors, continuer alors. on est allé dormir à Tohogne, hein, donc c'est quelques kilomètres plus loin. Et là, la nuit, euh, est arrivée l'armée française, d'après leurs accords, Qui remontait déjà. Ah qui oui, d'accord. franchissaient la Meuse. Hein, et alors, et ils venaient sur Liège et puis sur Louvain. Et puis, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose, mais ça, c'est pas de leur faute.
Et alors, nous autres, on a continué le lendemain sur Huy, et on est arrivé à Huy, et c'est seulement sur ce morceau-là de Huy que mon papa nous a rattrapés. Et il était parti faire son service de chemin de fer, lui, le 10 mai, tout au matin, et puis on a arrêté le train qui allait à Verviers parce que c'était la guerre, hein. On l'a renvoyé le train à Trois-Ponts, et puis rentré chez vous. Et quand on est arrivé chez nous, on était parti. Il n'y avait plus personne. Hein. Alors il fallait savoir où on était parti, etc. Enfin, il nous a rattrapés le lendemain. Et alors, lui qui était au chemin de fer, il se voyait très mal sur un vélo, ça n'avançait pas. On avait les Allemands derrière. Et alors, on a pris le train à Stad, à la gare de Huy, donc. Et on a pris le train pour Bruxelles, puisque maman avait une sœur à Bruxelles. Et avant d'arriver à Tirlemont, les voies étaient déjà bombardées. On a refoulé le train à Stad. Alors, on a dirigé le train sur Courtrai. On a fait la dorsale wallonne, quoi. Et à Courtrai, on est resté là 5 jours. On était bien à l'abri. On était de l'autre côté de la Meuse. On se disait, là, hein, chapeau, on le rappelait. Et puis après 2-3 jours, et les chemins de ferristes devaient toujours, dès qu'il y avait moyen, aller se présenter, faire offre de service aux gares qui rencontraient. Où il y avait une gare, devait se présenter. Oui. Donc papa est allé à la gare à Courtrai, dire qu'il était là, et voilà. Mais ils en avaient déjà trop avec tous les Flamands qui étaient de la région, qui étaient là. Et un des chefs gardes flamands nous a dit, ben voilà, ma femme est retournée chez sa mère, elle est toute seule, hein, parce que moi je suis tout le temps dans les trains militaires ici, etc. La maison est vide, si vous voulez aller l'occuper. Hein. Et alors on est allé 5 jours loger chez lui, on avait la maison pour nous. Et puis les Allemands ont passé la Meuse à Sedan, on leur prend pas de combat, on est pris par derrière, tout le monde est filé. Oui. Et tous les Flamands alors ont commencé leur exil vers la France. Ils étaient déjà beaucoup plus près que nous autres. Et ils partaient au train parce que ça allait plus vite. Et ils laissaient tous leur vélo devant la gare. Ils étaient venus en vélo. Et alors ils disaient, ben, nous, les vélos, quand on reviendra, ils ne seront plus là. Hein. Servez-vous, prenez-les pour partir plus loin et plus vite. Oui, de la situation. Hein. Donc on a repris 4 vélos. Moi j'étais trop petit pour aller sur un, mais maman et mes 2 sœurs et papa, on a pris chacun un vélo. Et puis on est parti. Je me souviens qu'on est passé à Woesten où on a dormi. Une petite ferme au milieu des champs. Le nom est toujours resté. Pourquoi, je n'en sais rien. Et puis on est passé à Ypres. C'était en train de flamber, une partie du moins. Et puis on est arrivé à Dunkerque. Et maman ne voulait pas quitter la Belgique, mais elle voulait aller le plus loin possible. Donc on était dans le coin de la mer et du canal de Dunkerque. Coincé là dans le fond. Et alors là, on a été très mal reçus. Hein, parce que c'était des gens où la guerre 14-18 s'était déroulée et où ils avaient été dans la merdouille pendant 4 ans, etc. Et c'était à cause des Wallons hein, qu'il y avait eu des problèmes là-bas. Donc on ne pouvait pas avoir de ravitaillement à la ferme. Alors il y avait un autre chef garde flamand qui était aussi réfugié comme nous dans la ferme et qui allait chercher tout ce qu'on avait besoin, puis nous les refilait par après. Vous, il n'y avait pas moyen d'en avoir. Vous autres, en tant que Wallon, c'était pas possible. C'est ça. Je suppose qu'aujourd'hui, ça ne se passerait plus comme ça. Mais les gens du chemin de fer, entre la corporation, étaient très, très solidaires. Semblerait. Hein? Oui. Et puis alors, on a encore resté là 4-5 jours, et puis les Allemands sont arrivés, hein, le 28 ou le 29 après la capitulation. Et alors, quand ils ont eu fini d'arranger toutes leurs histoires militaires, ils ont dit, les civils peuvent retourner à la maison. Donc on a repris courageusement les vélos. Et vous étiez toujours du côté de Dunkerque, là, dans ce coin là. On est à La Panne. À La Panne. On était revenu à La Panne, c'était à 5 km, et c'était encore ce qui restait, tous les baraquements, c'était tous les baraquements en planche, de l'hôpital de campagne de 14-18, où la reine Elisabeth soignait les blessés. C'était toujours ça, l'océan. Et alors, on est revenu en vélo, on a été relogé à Woesten,
Hein. Et là, on a vu régulièrement des colonnes de prisonniers, mais avec un Allemand pour en garder combien. Hein. De toute façon, ils avaient hors de l'armée belge de retourner jusqu'à la Meuse. Hein. Et puis alors, tous les Flamands qui sont arrivés chez eux avant la Meuse, ils sont rentrés à la maison, bien sûr. Et il n'y a pratiquement que des Wallons qui sont arrivés à la Meuse, et où on les a pêchés, qu'on les a envoyés en Allemagne. Ah oui, parce que là, il fallait passer. Oui, oui, c'est comme ça qu'il y avait beaucoup plus de Wallons dans les prisonniers de guerre que dans les Flamands. Et puis alors, on est revenu. Et on est revenu dormir à Bruxelles, et puis on a repris nos vélos, et on est allé jusque le dépôt de tram à Oreille. On a dormi là, on était les premiers, comme ça, dans le tram, puisqu'il tournait encore lui. Pour retourner à Liège le lendemain matin, on est arrivé à Liège, on est passé sur un pont de bateau, là, à la Batte. Et puis, il fallait trouver un transport pour retourner à Vielsam. Et on a trouvé un marchand de crème glace, qui nous a ramenés, il voulait nous ramener à Stoumont, parce qu'il fallait qu'il retourne. Alors, maman était justement malade, elle avait fait une jaunisse. Et elle a insisté, elle s'est fait très, très laide, je suppose. Hein, et il a accepté de nous conduire à Trois-Ponts, mais il lui fallait garder du carburant pour retourner à Liège. Et alors, mais on est resté 2-3 jours à Trois-Ponts, au garage Warnot. Là, on a mis un matelas par terre dans un coin du garage, de la salle d'exposition, et maman est restée là couchée 4 jours, pour se retaper. Et puis alors, on est rentré chez nous, et tout était pillé. Oui, donc quand vous êtes revenu sur Stavelot à ce moment-là, sur Vielsam, pardon, et alors, bon, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à Vielsam? Eh bien, papa y est retourné dès le premier jour qu'il est revenu. Et je vous interromps, après combien de temps à peu près ça que vous êtes revenu? On est revenu début juin. Hein. Ouais, un gros mois, quoi, après. Oui. Et puis alors, tous les réfugiés sont arrivés entre le 1er et le 15 juin, en gros. Hein. Même ceux qui revenaient du nord de la France. Et alors, papa était retourné avec ma sœur aînée. Hein, ils ont été nettoyés, le plus gros débarrassé. En fait. Ça avait été saccagé. On avait ouvert toutes les armoires, vidées, parce qu'on cherchait. Hein. Or, tout ce qu'on avait pris, probablement, a été fouillé par des gens de l'endroit, pas par les soldats allemands. Vous pensez que ce n'était pas par les soldats, que c'était des gens du coin qui sont restés ou qui sont venus plus tôt? Parce que pendant la guerre, on a vu des trucs à nous autres dans d'autres maisons. Et, oui, ça c'est. Donc vous avez, quand on part après, vous avez retrouvé quand même. On n'a rien retrouvé. On n'a rien retrouvé, mais on les a vus. Ouais. Et c'était quelque chose d'apparemment régulier, enfin courant. Oui, bien sûr. Jusque des vêtements. Là, c'est vraiment maladroit pour aller refouler des vêtements. Mais enfin, peu importe. Donc quand vous revenez, tout est saccagé, tout est pillé. Quoi. Oui. Et puis alors, donc on n'avait plus rien. Hein. Il a fallu relaver tout ce qui traînait. Et puis, papa a été avec d'autres cheminots et ma sœur aînée, elle avait quand même 18 ans. Eh bien, ils sont allés avec leur vélo, puisqu'ils avaient des vélos maintenant. Ouais, hein. Et un jour, ils allaient à Liège en vélo. Il n'y avait pas de train. Les ponts étaient sautés, les tunnels étaient sautés, donc et avec ça. Et alors, ils allaient chercher de l'huile, du vinaigre, des oignons, ce qu'on pouvait trouver, peu importe, n'importe, tout ce qu'on pouvait encore trouver. Dès qu'on trouvait quelque chose, on le prenait, quoi. C'est ça. Et un jour, à Liège, ça faisait quand même 70 km, et puis le lendemain, c'était au Grand-Duché, parce qu'on trouvait d'autres choses, et on trouvait entre autres dans les fermes des fameux pains, vraiment des rouges, de 2-3 kilos, là, c'était du bon pain. Alors, un jour à Liège, un jour parfois à Verviers aussi, et quand on disait que là, il y a des trucs comme ça. Et ça a duré comme ça probablement un mois et demi. Hein. Est-ce qu'il y avait, là, à Vielsam, est-ce qu'il y avait des soldats allemands, là, déjà?
il y avait la caserne des chasseurs ardennais qui était occupée tout de suite. Ouais. Ah, ça, elle a été occupée tout de suite, ça. Ça n'a pas raté. Est-ce qu'il y avait une forme de propagande aussi par après? Parce que bon, une fois qu'on est installé, on revit de nouveau dans son fief, on va dire. Est-ce qu'il y avait un peu des démarches dans ce goût-là? De la part des Allemands oui. vers nous? Oui. Non, ils avaient d'autres chats fouettés. Et ils étaient vainqueurs, ils avaient gagné, ils avaient pris toute la France, donc ils n'avaient pas de publicité à faire chez nous. Hein. Mais en 40, ils étaient corrects. Hein. Les premiers qui sont passés, il n'y a que des fleurs qu'ils ne nous ont pas apportées. Hein. Oui, bon, d'accord. Bon. Ils sont passés, et il n'y avait rien de démoli nulle part. Ce qui était démoli, en gros, c'est les destructions qu'on avait programmées pour ralentir leur avance. Donc finalement, c'était les Belges qui avaient des pour se défendre. Oui, bien sûr. Hein. Mais eux, ils ont cassé très peu de choses. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que le général Rommel a eu affaire aux chasseurs ardennais, entre autres à Chabrehé, donc tout près de la Braque-Préture. Et il a dû reprendre lui-même ses troupes en main pour arriver à faire décoller les chasseurs ardennais. Et ils sont allés, ils ont pris la route vers Sedan, les Allemands. Et c'est la route qu'ils avaient déjà prise en 14. Hein? Et c'est la route qu'ils ont encore repris en 44 à l'offensive. Parce que c'est un symbole, c'est la route de la victoire. Quand on passe là, et c'était la route où tous les blindés sont passés pour aller sur Sedan. Donc là, pas de problème. Donc vous, là, à Wielsam, question de propagande, etc., il n'y avait rien, c'était plus ou moins calme, etc. Oui. Il y avait une résistance quand même. Sinon, est-ce qu'il y a eu... Oh, plus tard, il y a eu des résistances. Hein. Quand on a commencé vraiment à crever de faim, alors il y en a qui ont fait la résistance un petit peu pour eux. Les roublards, il y a eu les coacheux, comme on disait, tous les gens qui venaient. Hein. Mais ça, c'était pas de la résistance. Hein. Mais alors, progressivement, il y en a eu, parce qu'il y a des réseaux qui se sont mis en place à l'initiative de Londres, je suppose, hein, pour avoir des renseignements, pour établir des filières d'évasion pour d'anciens prisonniers ou des... Oui, parce que justement... Les aviateurs qu'on récupérait, qu'il fallait rapatrier en Angleterre, etc. Il y avait les chaînes d'évasion qui passaient. Est-ce que vous avez connu des gens de Wielsam qui ont été prisonniers, qui ont été déportés, on va dire ainsi? Mais qui ont été prisonniers de guerre, oui, il n'y avait pas de problème. Alors j'ai 2 voisins qui ont été déportés à Buchenwald, 3. Hein. Il y en a un qui est revenu vraiment comme une épave, avec une barbe de Dieu le Père, et comment vraiment en compote. Hein. Il lui a fallu 6 mois pour se retaper. Il y a un pharmacien qui est mort à Buchenwald. Ils étaient tous les 3 à Buchenwald. Et celui-là, le frère du pharmacien qui était juge de paix à Liège, il en est sorti. Et puis, comme il habitait à Liège, il s'est retapé, mais on ne connaît pas très bien la suite. Mais enfin, il en est sorti. Il en est sorti quand même. Alors, on a parlé tantôt du ravitaillement. Le ravitaillement se faisait du fait que vous alliez à Liège ou à Luxembourg. Oui. Est-ce qu'il y avait aussi il y avait le rationnement aussi quand même. Il y avait comme des boutiques, il y avait comme des magasins qui fonctionnaient quelque part. Mais il a fallu d'abord rétablir les voies de communication avant que le ravitaillement puisse venir et qu'on mette en service les timbres de ravitaillement. Sinon, avant, on avait des timbres, on n'avait rien à acheter. Il n'y avait rien, il y avait les timbres qui étaient là, mais il n'y avait pas de marchandises. Donc, les communications n'ont pas été rétablies. Alors, on a refait des ponts provisoires pour le chemin de fer et pour des routes. Mais des routes, il n'y avait pas des masses de civils, qui avaient des camions. On n'en avait plus. Et alors... il fallait, oui, moi je me souviens bien, tous les légumes, tous les fruits, tout ça venait au train de Liège, dans quel état est-ce que ça arrivait. Et puis alors on savait qu'après tel train, telle marchandise est arrivée, alors on pouvait aller au magasin chercher. Et puis on était inscrit dans un magasin obligatoirement. Il fallait être, il fallait être inscrit. Ah oui. Alors...
y avait le magasin de chez Coop, par exemple, où il y avait sa clientèle d'avant-guerre qui s'était inscrite chez lui. Donc, il recevait du ravitaillement proportionnellement aux personnes inscrites. Et nous autres, on était inscrits à l'économie populaire de Signe. Là, c'était un petit magasin où on était actionnaire. Et bien, on avait le ravitaillement là. Et alors, tous les mois, on nous amenait les tables de ravitaillement. Alors, c'est là qu'on a vu les premières actions d'armée blanche, eux qui venaient voler les tables. Donc, mais Marviel Sam, donc ils étaient partout, quoi. Oh, bien sûr. Et chez nous, c'était à moitié tranquille, c'était au milieu des campagnes, etc. Donc, ils ne prenaient pas des gros risques. Quoique j'en ai quand même vu un qui s'est fait tuer, là, un Servat. Et les Allemands l'ont amené à la morgue à Vielsam. J'ai été le voir là parce que j'étais gosse, que les gosses ont toujours partout. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je suppose qu'on l'a enterré au cimetière et on n'en a jamais plus parlé. Et alors, mais il avait été tué par des gendarmes de chez nous. Ah oui, d'accord. Alors, ah oui, c'est un peu c'était délicat. Hein. Les histoires sombres de la guerre. Et quand on en parle à chaud, selon qu'on est... On suppose tout et on raconte tout. Bien sûr. Alors, on parle de manger, de nourriture, on mangeait ce qu'il y avait, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans les repas, dans ce qu'on mangeait à l'époque ou quoi? On a mangé beaucoup de pain gris de l'armée allemande, parce qu'ils faisaient du troc. Oui. Alors, on a pu avoir du pain. Moi, je l'aimais bien, leur pain, leur brique grise. Là, ben, on en trouve encore dans les magasins. Le pain de seigle, le pain qui pèse une tonne. Là, c'est ça. Ah oui, on le sent passer. Et avec ça, on n'avait plus faim après. Donc, il y avait un troc qui se faisait entre les habitants et les soldats. Pour le pain. Et probablement pour d'autres choses aussi, qui rachetaient et qui... Il ne faut pas oublier qu'eux étaient déjà en guerre depuis 1939, contre la Pologne, donc il y avait déjà eu des choses qu'on ne trouvait plus en Allemagne et qu'ils pouvaient encore trouver chez nous. Il y avait un officier, par exemple, allemand, qui achetait beaucoup de godasses, des nouvelles, parce qu'il ne savait plus en avoir n'importe comment en Allemagne, et son père était marchand de chaussures à Cologne. Donc, lui achetait les godasses chez nous, les nouveaux souliers, et puis il les renvoyait à Cologne. Et toutes les filières. Donc ça a l'air de s'installer, on a l'air de vivre avec, comme on dit, parce qu'on s'est bien fait haute main, comme on dit dans les autres. Et puis alors, en hiver, parce que les hivers sont quand même, si on est à Vielsam, c'est quand même pas triste non plus l'hiver. Non, et pendant la guerre, on a eu des gros hivers. Ben voilà, entre autres celui de 42, on s'en souvient. Oui. Mais c'était la débrouille aussi. Pour nous autres, moi j'étais gosse, les hivers c'était extra. On n'avait pas des lames devant les camions, puisqu'il n'y en avait pas, mais on avait des traîneaux en V, là, tirés par 10 chevaux, etc. Alors ça c'était les parties de plaisir. Nous autres on voyait... oui, à cet âge-là, on ne s'est pas vu, puisqu'on ne devait pas se débrouiller quoi, à ce moment-là. Mais enfin, on a eu du pain régulièrement. Est-ce qu'on appelait ça le secours d'hiver? C'est parce que ça existait? Non, c'était autre chose. C'était encore autre chose. C'était autre chose. Ça, c'est du ravitaillement mensuel, je dirais qu'on a eu. On a eu un paquet de pois cassés, on a eu des trucs comme ça, ou des boîtes de sardines, etc. Plus ou moins un petit peu les colis comme les restos du cœur maintenant. C'est un peu ce goût-là. Et il y en a qui avaient une assiette de soupe à midi. Comme ça, Et alors... Donc l'hiver, bon, c'était quand même autre chose. Quoi, oui. Alors bon, vous étiez gamin quand même à ce moment-là. Comment on devait passer son temps? Est-ce qu'on allait à l'école? Ah oui, bien sûr. Ça se passait comment à l'école? Comment est-ce qu'on vivait là? Et à l'époque, je dirais bien, on n'avait que ça. Oui. Non, c'était très bien. On a fait les écoles de façon très studieuse. Chapeau. Et alors, on avait congé le jeudi après-midi. Et puis, on a déplacé ça
au samedi, et on allait à l'école alors le jeudi après-midi, et on n'allait plus le samedi pour gagner une journée de chauffage. Mais voilà, parce que ça aussi, il fallait faire face à tout ça aussi. Oui, oui, oui. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Alors, les loisirs, parce qu'il y avait l'école, bon, en tant que gamin, il fallait quand même... comment est-ce qu'on pouvait encore passer son temps, s'amuser, jouer, je ne sais pas. On avait des mauvais exemples, puisque on venait de vivre la guerre et les gens qui se battaient. Ouais. Et il y a eu, dans les différents quartiers, comme ça, il y a eu 3-4 bandes qui sont mis. Ben, ils se tapaient dessus le jeudi après-midi quand ils n'allaient pas à l'école. Et puis après, ça a arrêté, parce qu'on a déplacé le congé. Mais ils se tapaient dessus tous les jeudis après-midi. Et vendredi matin, on voyait les gendarmes arriver à l'école pour savoir qui s'était battu la veille. Et on les voyait, ils avaient un œil au beurre. Ah oui, c'était vraiment de la castagne, quoi. Ça, c'était très bien. Et puis alors, il y a un instituteur qui s'est dit, ça ne peut pas quand même continuer comme ça. Et il a essayé de faire des activités pour les enfants, pour les plus jeunes, des jeux de piste, des trucs comme ça. Il a essayé de les occuper avec des... Oui, il ne faut pas parler qu'il y avait des excursions, on en fait ainsi, ça n'existait pas. Mais on a démarré chez nous en 1942 une unité scout des louveteaux, des scouts, etc. Alors ça ressoudait tous les jeunes ensemble, quelle que soit leur bande. Oui. Et ça a marché du tonnerre. On nous a foutu la paix, les Allemands, parce qu'on ne pouvait pas porter des uniformes. Mais ils le savaient bien qu'on était comme ça. Et quand ils nous rencontraient dans le bois, on n'était jamais au profond des bois, on était toujours en lisière, qu'on ne voyait pas, c'était tout. Ils nous ont toujours laissés tranquilles. Parce qu'il y avait, au niveau des loisirs, il n'y avait pas de cinéma. Il y avait quand même, il y avait un cinéma, il y avait une salle de cinéma à Vielsam. Et alors on avait les films français ou des films allemands sous-titrés. Et puis... Oui, les jouets, etc. Bon. Les jouets, on n'avait pas grand-chose. Des jouets en bois. Et il y avait un petit atelier là pour des jeunes de la ville. On avait ouvert un petit atelier, on appelait ça l'artisanat. Et alors, ils faisaient des petits jeux en bois. Ça les occupait et on avait des petits jeux comme ça sur place. Donc pour les enfants, pour les jeunes, comme ça passait plus ou moins. C'était un peu... Alors bon, la guerre continue naturellement. Est-ce qu'il y a des bombardements sur Vielsam? Est-ce que vous avez connu des bombardements chez vous? Vielsam n'a pas été bombardé, sauf pendant l'offensive. Alors à l'offensive, il y a un avion qui a lâché ses bombes en travers du plan d'eau. Si vous voyez où c'est le plan d'eau, Vielsam, non? Oui, si, je vois le fer. Oui. Venant du chemin de fer vers le Patelin, il a lâché son chapelet de bombes, 4-5 bombes, ou bien qu'il y avait peut-être deux avions qu'ils ont lâchés, peu importe. Et alors, toutes les conduites d'eau ont sauté, du moins sur le passage, et quand on a dû évacuer de nouveau pendant l'offensive, et tout ça a regelé, etc. Mais il y a eu le bombardement de Saint-Vit pendant l'offensive, quand les Américains ont dû évacuer Saint-Vit. Là, ils ont été copieusement arrosés. Il restait une vieille tour moyenâgeuse dans le village. Et à ça, Saint-Vit, ça a été rasé, sur une chaise, et vous voyez tout Saint-Vit. On a dit que c'était une punition parce que des civils allemands avaient tiré dans le dos des soldats américains. On ne sait jamais le fin mot. On ne sait jamais le fin mot, mais ce n'est pas invraisemblable. Parce qu'on parle de bombardement, est-ce qu'il y avait des abris alors? Parce que les gens devaient bien se cacher. Il n'y avait pas d'abri prévu, non. Tranquille. Donc on allait dans les caves. Oui, ce n'est plus ni moins, quoi. Et ceux qui avaient des caves voûtées, ça tenait le coup. Tant mieux. Et les autres, mais ils se réunissaient. Nous autres, on était tous chez nous dans la cave. Donc, on en était à l'offensive. Donc, l'offensive arrive, là, en plein hiver, enfin, donc, Noël. Le 16 décembre, et il y avait, en face de chez moi, à l'école moyenne, il y avait l'état-major du général Clark,
Hein, donc c'était lui qui avait la division blindée qui défendait Saint-Vie. Et alors, venait à l'état-major tous les jours, tous les responsables, les colonels, etc., les majors, tous les responsables des différents bataillons ou sections ou quoi, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis alors, on est rapport. Et puis venait aussi faire développer les cartes, tous les gens qui faisaient des prises aériennes. Et venait chez nous 3 fois par jour ou 4 fois par jour boire sa tasse de café, le gars qui développait les cartes. Alors, on ne les verra pas, ils ne reviendront jamais. Hein. Comment est-ce qu'on avait déjà parlé qu'ils pourraient éventuellement revenir? Mais il faut dire que de chez nous, le canon étant après, on entendait le canon toute la journée. Donc on savait bien. On ne l'entendait plus, puis un beau jour, on a commencé à le réentendre. Hein. On se doutait bien qu'il devait revenir. Quelque chose qui Et les Américains, puisqu'ils stagnaient là, hein, en début de ligne Siegfried, ils avaient tous les civils allemands, enfin germanophones maintenant, hein, mais à l'époque ils étaient allemands. Hein, ils les avaient dans les pieds, donc ils ont évacué tous les civils de combien de villages, et ils les ont ramenés à Viersam, dans d'anciens châteaux. Il y avait beaucoup de gens qui venaient à la chasse à courre avant la guerre, ils avaient tous un château, etc. Hein. Donc on a mis là combien 600-700 civils, hein, peut-être davantage. Hein. Et puis comme il y avait l'état-major, on a commencé à avoir aussi des parachutistes de temps en temps qu'on trouvait, hein, ou bien des prisonniers qui faisaient, qu'on ramenait à l'interrogatoire, etc. Et là, il y avait un ancien dépôt de charbon, il tournait toujours, mais enfin, il n'y avait plus de charbon dedans, hein, et il y avait 300 prisonniers allemands. Ah oui, il y avait quand même des prisonniers allemands qui étaient là-bas. Oui. Si bien que quand les Allemands sont arrivés, hein, à Vielsam, le 23 décembre, vers, disons, 8 heures du soir, hein, la bombe est tombée l'obus est tombé chez le voisin vers 15 heures. Ils ont détalé, hein, parce qu'ils devaient retraverser la Salme. Ils étaient repris par les parades sur la Salme, donc ils ont traversé la Salme. Hein, et tous ceux de Saint-Vie ont été récupérés quand ils repassaient la Salme, puis les Allemands sont arrivés. La première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller libérer tous leurs copains. Hein. Et puis ils ont dit aux civils allemands, rentrez à la maison. Ah oui, oui, parce qu'ils étaient sur place. Oui, hein. Donc il y en a qui sont partis, mais il y en a qui ne sont partis que le lendemain, et nous autres, on avait dû partir le 26. Le 26 ou le 27. Et vous êtes partis où alors à ce moment-là? Nous autres, on est partis à Bovigny. À Bovigny. Alors. Mais tous les civils allemands sont venus chez nous chercher ce qu'ils avaient besoin pour retourner. Ils savaient bien qu'il n'y avait plus rien chez eux. Chez eux, il n'y avait plus rien. Ben, oui. Donc on a été repillés, hein, comme il faut, hein, à ce moment-là. Donc 2 fois complètement 4 ans. Ouais, c'est beaucoup, Et puis alors, on est parti à Bovigny, on est resté là une dizaine de jours, hein, on a pu revenir le 13 janvier, je crois. Et là, on logeait dans les fermes. Hein, on connaissait les gens chez qui on était, hein, mais on devait laisser des places libres pour les SS. Et alors un jour, on a ramassé tous les hommes du village, soi-disant qu'on avait fait des signaux américains, etc. Alors papa était passé de nuit dans l'église avec d'autres, hein, et ils étaient tous ou dans le long des murs, ou bien ils avaient fait des abris plus ou moins avec des bancs et des trucs, hein, pour essayer de ne pas avoir quelque chose sur la tête. Et puis finalement, on les a lâchés. Et puis les Américains ont fini par arriver. On les voyait arriver du village à côté, de Honvelay, et puis quand ils avaient fait 100 mètres sur la grande route, les Allemands tiraient demi-tour. C'était jusque le lendemain matin. Hein. Vous ne voulez pas s'aventurer de trop, c'était trop délicat. Donc ça, c'est toujours l'offensive. C'est toujours l'offensive. Et puis on a pu rentrer chez nous, donc le 13 janvier. Et alors, chez nous, mais tous les carreaux étaient cassés, bien entendu. Donc on est rentré par l'arrière de la maison. On a mis une échelle pour passer par la fenêtre, parce que l'eau avait bloqué, il y avait cette glace, avait bloqué toutes les portes, etc. Donc il a fallu rentrer dedans, casser derrière. Hein.
et puis chauffer de l'eau, hein, et commencer à remettre tous nos bagages qu'on avait rassemblés dans une place pour les 12 personnes. Tout était là mélangé, retourné dedans. Hein, on commençait à chauffer de l'eau dans des grandes casseroles, hein, pour faire fondre la glace et pour avoir les linges dehors. Etc. Et on était en train de faire ça vers 4 heures après-midi. Les Américains sont arrivés, hein, avec voir les pièces comme ça, et puis ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là, hein? Ils avaient une drôle de tête, hein, pas comment chaleureux. Et puis ils sont revenus un petit peu après avec un gendarme belge qui leur servait d'interprète. Et alors ils ont dit, mais voilà, votre maison convient très bien pour les Américains ici, parce que c'est des places de 4 mètres sur 4, ouais, hein, donc pour faire des bureaux de dentistes. Alors on savait en faire 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage, c'était les mêmes dimensions. Eux, ils auraient logé au 3e, au 2e. Hein. Mais donc il fallait vider la maison. Alors, papa a discuté beaucoup. Comme on avait les caves, qui n'était pas question que les Américains aillent dans les caves, parce qu'il y avait eu des cadavres piégés, des trucs comme ça, hein, des booby traps. Hein, donc il n'était pas question d'y aller. Hein. Et alors, notre cuisine était en annexe au bâtiment. Hein. Donc, puisqu'on avait 2 places en dehors de ce qu'ils avaient besoin, on a pu rester là. Et alors, eux, il fallait la place tout de suite. Hein. Ah ouais, donc, par la fenêtre, dans des remorques, tout ce qui était par terre, toutes nos affaires. Ah, c'était sur le champ, quoi. Il n'y avait pas, hein, de délai. Sur le... Alors, hop, parti. Et ils sont allés les vider dans les trous de bombes, dans le parc en face. Tous nos trucs sont encore là. Les Américains, ça. Oui, oui. Ah oui, en un quart d'heure, hein, la maison était vide, c'était nettoyé. Et vous autres, alors? Eh bien, on était dans la cave, mais on n'avait plus rien. Parce que ce qui nous restait, il fallait qu'on aille le récupérer, hein, mais c'était dans la glace. Hein. Alors, eux, ils n'ont pas commencé, comme nous autres, à faire fondre la glace pour avoir quelque chose d'entier. Hein. On a cassé ça à la hache, on tapait tout dehors, et oui. Hein. Donc, on a perdu tout ce qu'on aurait pu récupérer, tout ce qu'on ne nous avait pas appris. Hein, il est là dans le trou, on n'a rien. Alors, on allait chercher du ravitaillement chez eux, puisqu'on n'avait rien. Quand eux avaient mangé, eh bien, les civils pouvaient passer à leur cuisine, et on avait des crêpes. Hein, ça, elles étaient bonnes, c'était petites. Leur pain, c'était une cochonnerie de pain, du pain blanc, hein, mais on mangerait un pain comme ça. On ne sait pas qu'on a mangé, on a toujours fait. Hein. On passe de l'air. C'est rien du tout, c'était écœurant. Hein. Et ils sont comme ça, les Américains, mais s'ils mangent du pain comme ça, c'est normal. Hein. Et alors, on a commencé à avoir du ravitaillement au compte-gouttes. Et le ravitaillement venait de Bruxelles par camion. Ah ouais. Hein, il fallait encore trouver des itinéraires où il n'y avait pas des ponts. Où la route existait encore. Oui, c'est sûr. Hein. Et puis alors, ben c'était quand même pas la brousse, hein, mais enfin, puisque à 15 km de chez nous, il n'y avait pas eu l'offensive, donc c'était les routes. Hein. C'est vraiment la limite, hein, c'était la limite. Oui, hein. Alors, on a eu, je sais, des grosses boîtes de sardines de 6-7 kilos, de trucs semblables. On n'avait pas 12 boîtes. et des trucs comme ça qu'on a eu. Et puis, on a commencé à avoir des meubles. Hein, les gens avaient dit, ben, moi, je veux bien donner ça. Hein. Et on a eu une table d'une sorte, une chaise d'une autre, etc. Et puis, on a démonté les vitres des armoires, quand il y en avait encore, pour enlever un morceau du camouflage des fenêtres, hein, pour remettre un carreau, pour au moins avoir un point de lumière dans chaque place. Ou sinon, on avait arraché les balatomes de partout pour vite boucher tout. Il fallait colmater tout. C'est sûr, il neigeait. Et ça rentrait dedans. Hein. Parce que les Américains, ils ont mis des plastiques. Hein, ils n'avaient pas les carreaux non plus. Hein. Et quand ils sont partis,
Ben, le plastique, ils n'ont pas duré longtemps. Hein. Donc là, vous êtes resté alors pendant tout le restant de la guerre. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, la guerre a été finie alors. Hein. C'est bien le moment de la libération. Après l'offensive. Ouais. Hein. Donc le 17 janvier, ils ont quitté chez nous. Alors la guerre n'était pas finie, mais chez nous c'était fini. Hein. Ils sont passés la ligne Siegfried et puis ils ont été en Allemagne. Hein. Alors, progressivement, on a eu des lots de verre, alors qui étaient fournis chez les vitriers, et on pouvait aller demander un morceau à concurrence de je ne sais plus combien mois par ménage. Hein. Alors on faisait couper des carreaux qui allaient dans nos fenêtres pour avoir un carreau par place au moins, et puis par après on en avait aussi. Mais ce n'était pas des transparents, c'était des soufflets. Des soufflets translucides. Alors on voyait passer la lumière, mais on ne voyait rien d'autre. Enfin, il faisait clair dans la maison, quand c'était déjà c'était important. Il faisait plus clair. Mais il faut dire qu'on n'avait pas de courant électrique, bien sûr. Hein, il n'y avait plus rien. Alors, à 6 heures, il faisait noir. Hein. Alors, on a eu des bougies, un peu des lampes à pétrole, ça est revenu. Hein. Et puis alors, quand on a eu les dentistes dans la maison, là on avait du courant parce qu'il y avait un générateur. Ah oui. Mais quand ils sont partis, plus de générateur. C'était de nouveau à zéro. Ils ont tout pris. Hein. Alors, progressivement, ceci est revenu, et puis cela est revenu. Et puis alors on devait aller dans une autre rue pour chercher l'eau. Hein. Donc on allait avec des seaux. On sait bien ce que c'est d'aller dans la brousse, encore toujours maintenant chercher des seaux d'eau. Hein. Nous autres, on n'était qu'à 200 mètres. Mais on était des gosses, on allait avec des seaux. Et tant qu'on en avait besoin, on allait au seau. Hein. Et comme on devait faire une lessive, il lui en fallait combien? Une vingtaine. On était pour une demi-journée à charrier à l'eau. Hein. Et celui qui veut un bain, il va chercher l'eau. Hein, parce qu'on lui chauffera l'eau, mais il va chercher l'eau. Et il va chercher son eau lui-même. C'est vrai que chacun devait se débrouiller. Il fallait s'entraider aussi. Oui, c'est sûr. Donc on arrive tout doucement à la libération, alors, à ce moment-là. La libération, on l'a eu quand les Allemands, à la fin de l'offensive. Mais si vous appelez la libération... Ce qu'on appelle la libération, vraiment... quand la guerre a été finie, alors. Oui. Ah oui, alors, à ce moment-là, c'était la joie pour tout le monde, parce qu'on ne se battait plus. On a commencé à voir revenir des prisonniers. Voilà, ces gens-là revenaient aussi. Plouc. Hein. Moi, je ne les connaissais pas parce que j'étais trop petit. Oui. Hein, mais on me les a montrés. On est allé en famille dire bonjour à un tel qui était revenu, etc. Hein. Et ils n'étaient pas tellement... les prisonniers, les militaires n'étaient pas tellement en mauvais état. Croyait-on. Et puis alors, les gens qui avaient été au travail obligatoire, ça c'était différent. Et puis sont revenus les deux voisins là, qui avaient été à Buchenwald. Et est-ce que les Américains, je vais dire, entre guillemets, ont fêté la libération chez vous à Wielsheim? Est-ce qu'il y avait encore des Américains vraiment? Non, parce qu'ils n'étaient pas plus chez nous. Ils étaient déjà partis avant. Ah oui, quand c'était fini la guerre, ils étaient au milieu d'Allemagne. Hein. Donc on ne peut pas dire que vous avez fêté avec eux la libération, quand finalement. Non. Il n'y avait plus personne. Non, mais après, dans tous les villages, on a fait des cortèges. Voilà, est-ce qu'il y a eu des cortèges? Les fêtes de la libération, on a fait des cortèges dans tous les coins. Tout le monde a voulu avoir son cortège, bien sûr. C'est sûr. C'était très bien. Et ça a remis un petit peu une activité sociale dans le patelin, parce qu'il y a eu différents chars qu'on a dû faire. Donc, il a fallu que les gens refassent quelque chose en commun et se débrouillent pour retrouver des matériaux pour faire leurs chars et leurs trucs. C'est tout. Ce qu'on a fait beaucoup aussi, c'est récupérer les fils de téléphone, parce que les Américains mettaient des téléphones dans tous les coins. Vous avez besoin d'un téléphone, voilà. Vous voulez aller où? Vous allez là-bas. Ok. On vous tire une ligne et puis c'est tout. Et ils avaient d'énormes roues de fils, et comme ça. Et puis ils partaient, et les fils restaient là.
on ne s'amusait pas à défaire les fils et les retirer autre part. Donc il y avait, entre tous les poteaux électriques, certainement une bonne quinzaine de fils qui passaient. Hein. Et je sais bien qu'avec les scouts, on a été dépendre au fil que ce pendant des journées, des journées, des journées, parce qu'on n'avait pas de corde, et on avait que ça, avec du fer à l'intérieur. Et c'était comme une espèce de goudron, chemise dehors. Ah, c'était dégueulasse. Mais on n'avait rien d'autre. Et on était content d'avoir ça. La récupération vraiment très on a intéressante. récupéré une bâche, l'autre récupérait un morceau de pioche et des trucs comme ça. C'était l'époque héroïque. Hein. Ouais, une fois, on était heureux quand on avait quelque chose, quand on voit maintenant la tête qu'ils font quand ils n'ont que ça. Ouais. Donc là, le village, la ville, parce que c'est comme une ville, là, c'est à Vielsam, donc ça se remet un peu en route, les festivités un peu à gauche, à droite, etc. Les monuments aussi, est-ce qu'on a érigé des monuments, je suppose aussi par après. Hein. Longtemps après. Longtemps après, on a fait une plaque pour celui-là qui est mort à Buchenwald, pour le pharmacien Moxé. Et puis alors, le monument avant des anciens combattants n'avait rien. On en a fait un, mais longtemps après, pour les chasseurs ardennais. 10-15 ans après. Et alors, vous étiez jeune, vous étiez à l'école, parce que l'école continuait, oui, moi j'ai terminé. Vous alliez aussi aux commémorations, certainement, de victoires par après, alors après la guerre, etc. Donc ça continuait, ça. Oui. Moi j'ai été à l'école moyenne à Guelsam, alors. Et puis après, j'ai été à l'école à Liège, à Saint-Laurent. Mais, entre-temps, on avait rétabli les chemins de fer. Une fois qu'on avait refait les ponts, qu'on avait nettoyé les tunnels, qu'on pouvait repasser, c'est tout. Et on a eu du matériel américain qui était trop léger. Pour un oui, pour un non, des wagons ou les locaux déraillés, c'était des poissons. Tous les jours, il fallait aller pour un déraillement à gauche ou à droite. C'était effrayant. Le matériel n'était pas vraiment bien pas lourd assez. Ou pas lourd assez. Et ici, c'est comme ça. Et eux, c'est du matériel léger qui doit aller droit. Et si on tourne, il va à côté. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Hein, bon, Ah, si ce n'était que sur la guerre. Hein, oui, c'est un peu, c'est surtout ça. Hein, bon. La libération, donc on n'en parle pas avec les Américains, puisqu'on n'avait pas eu de contact avec les Américains lors de la libération, donc chewing-gum et tout ça, on n'avait pas connu la libération. Hein, bon. Mais ils ont... Pendant qu'ils étaient là, peut-être. La première libération chez nous, c'était au mois de septembre, le 11 septembre. Ouais. Et ils venaient de Verviers ou de la région de la Veste, parce que les Américains, à l'époque, c'était le plus vite possible, surtout que les Allemands retournaient tout seuls, et donc il fallait les suivre le plus près possible. Ah ben oui, parce qu'on ne les chassait pas, non, enfin, c'était surtout la vallée de la Meuse. Et puis une fois qu'ils étaient à Liège, qu'ils étaient au bout, et bien alors ils ont refait piquer à droite, aller sur Verviers, et puis refaire tous les petits villages comme ici. En revenant, on les avait dépassés, on a été refaire ça. Les Américains ici, quand ils sont venus libérer la Glaise, ils venaient de Louvigné, ils venaient de la Veste. Ils ne venaient pas du Sud, ils venaient de là. Et chez nous aussi, je présume. Voilà. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Moi, j'ai un bon petit questionnaire ici. C'était bien gentil à vous de consacrer une partie de votre matinée. Hein. Apparemment, je n'ai pas eu d'autres clients. La saison recommence seulement maintenant. Oui, c'est tout.